Si vous regardez sur l'année, là, l'image est quand même totalement différente. C'est-à-dire qu'on a eu une progression énorme sur le mois de janvier, février, début mars, pour ensuite voir une correction jusqu'à maintenant, ce qui était très largement attendu. Ça fait depuis le mois de février quand même qu'on vous dit que cette correction allait arriver et qu'elle allait durer un certain temps. Moi, je pense même qu'elle va encore continuer, où on va avoir une période de latéralisation ou un écosystème qui pourrait être un peu mort pendant la période d'été, parce qu'en général, l'été, juin, juillet, bah, les gens sont en vacances et c'est rarement là où il y a énormément de choses qui se passent. Par contre, sur Q3, Q4 de 2024, là, je pense que c'est là où ça va commencer vraiment à se réveiller, même s'il y a certains catalyseurs comme le lancement des ETF Ethereum qui pourraient rentrer en vigueur dès le 2 du mois de juillet jusqu'au mois d'août, début du mois d'août pour les premiers lancements des ETF Ethereum, notamment par BlackRock. Mais vous voyez, d'où l'intérêt, comme à chaque fois, d'acheter plutôt des bougies rouges plutôt que des bougies vertes. Et je sais que c'est contre-intuitif et que pour beaucoup de personnes, c'est difficile. Bah, en fait, quand vous avez acheté un projet qui a fait du 600, 700, 1000, 1500%, vous avez encore plus envie de l'acheter. Et en général, bah, vous achetez une bougie verte. Et quand ce projet-là a une correction de 50, 60, 70%, comme ça a été le cas de beaucoup de cryptos à l'heure actuelle, bah, vous devriez encore plus avoir envie de l'acheter. Si fondamentalement le projet n'a pas changé, si vous pensez qu'il y a encore une opportunité et tout. Parce que là, on est clairement encore dans une dynamique haussière et pour moi, le bull run n'est clairement pas terminé, quoi. Donc, je ne sais pas si tu veux rebondir déjà là-dessus, Théo, avant qu'on passe sur les news. Ouais, après, c'est juste confirmer qu'au final, c'est une configuration normale. Tout ça qu'on voit et ce qu'on va évoquer par la suite, c'est pas quelque chose qui est nouveau et c'est pas quelque chose qui était inattendu non plus, hein. Il faut se rappeler qu'on est encore moins de 100 jours après le halving, qui était en avril 2024. Donc, Ouais. en général, et on l'avait dit avant que ça se passe et on le confirme après. En général, après le halving, c'est une période où ça latéralise, où ça baisse, où on se fait chier parce que voilà, il y a une période de temps, c'est pas le halving et paf, ça part, c'est bon, le bull run commence direct le jour d'après. Il y a toujours une période où ben, ça baisse un peu. Les altcoins peuvent se prendre une bonne claque dans la tête. Et après, on part, par contre, sur la phase exponentielle. Mais dans tous les cas, avant de passer sur un peu les graphiques et ce qu'on va commenter par la suite, c'est pas quelque chose qui est hors du commun et c'est pas quelque chose qui était non plus complètement inattendu et qu'on n'a jamais vécu. Voilà, C'est c'est clair. plutôt Et on vous normal dans un montrera des cycle. chiffres, hein. On vous montrera des chiffres, on vous montrera des graphiques et tout. Là, on est en train de vivre, encore une fois, peu ou prou, ce qui s'est passé sur les cycles précédents. À quelques exceptions près, où on a eu une augmentation importante du Bitcoin sur une période de pré-halving précoce, en fait, avec le lancement des ETF. Mais sinon, à part ça, on est en train de vivre exactement la même chose que ce qu'on avait connu précédemment, avec les coins de cycle 1 qui performent mieux, qui vont corriger, qui ont beaucoup corrigé aussi parce qu'ils avaient eu des super performances sur le début de l'année. Mais même ces coins-là, après une correction, sont encore très largement en positif. Et après, la question, c'est toujours les coins de cycle 2, de cycle 3 avec des anciens schémas narratifs où là, on se dit, est-ce que ça va augmenter, quoi? Et en fait, bah, ces coins-là, pour beaucoup d'entre eux, ne redépasseront jamais leur ATH. C'est aussi la réalité. Et si vous n'avez pas lissé votre prix d'achat à la baisse et profité de ces périodes-là pour pouvoir renforcer vos positions, et que vous attendez un ATH parce que vous avez FOMO le top de 2021, vous n'avez pas lissé votre prix d'achat à la baisse, bah, au final, vous avez très peu de chances d'obtenir des résultats importants, voire de retenir encore la patate chaude pour le prochain cycle, quoi. C'est ça aussi le risque, hein. Et l'intérêt aussi de comprendre ce que vous faites et de toujours pareil, hein, prendre du recul, avoir une vision critique, tout ce qu'on prône depuis maintenant des années sur YouTube. Olivier qui dit bonjour, vu le marché depuis des mois, une petite pause s'impose pour laisser le wallet se reposer, revenir dans quelques jours. En effet, en effet. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire aussi que, et c'est vraiment un conseil que je vous donne, en bull run, tout comme en bear, des fois, sortir des écrans, se dire allez, je sors de l'ordinateur, je vais dehors, je vais faire du sport, je vais rencontrer des gens, je passe du temps avec ma famille, je vais lire un bouquin, je fais un truc, mais vraiment, je sors des réseaux sociaux et je ferme mon ordinateur. Franchement, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Théo, et le recul que tu as peut-être là-dessus par rapport à ce que tu as pu faire. Mais en fait, souvent, quand tu débutes, tu as l'impression qu'il faut que tu regardes toutes les news, il faut que tu regardes tous les graphiques, il faut que tu analyses tous les trucs et que dès qu'il y a un truc qui sort vite, il faut que tu réagisses parce que c'est maintenant qu'il faut faire des trucs. En réalité, des fois, en t'asseyant sur tes mains et en faisant rien et en éteignant ton ordinateur, bah, c'est là où tu auras sans doute les meilleures performances, quoi. Non, mais c'est clair. Bah, après, on a eu un petit peu la trajectoire assez similaire. C'est vrai que sur le dernier cycle, moi, j'étais beaucoup plus investi. On le commente souvent en live, mais tu suivais tout, je faisais que ça. J'étais toute ma
toute la journée sur mon portable, sur les autres trucs, à chercher partout, à voir tous les nouveaux projets, essayer de participer à plein de trucs, les ICO jusqu'à 3 heures du matin. Après, regarder sur Twitter, voir s'il y avait des trucs, des stratégies sur tous les trucs, avec du landing, du borrowing, de remprunter, de refiler, de trucs. Au final, j'ai passé 2 ans à fond là-dessus, avec des résultats. Quand je regarde avec le recul, le meilleur des résultats que j'ai fait, c'est sur les toutes premières cryptos que j'avais achetées le plus près du bottom possible et que j'ai holdé et que j'ai vendu au plus haut du cycle. Donc au final, tu regardes les perfs, tu regardes le temps passé et tu te dis, en fait, le gros des résultats, la loi de Pareto, encore une fois, le 80-20, Ouais. le gros du résultat, il s'est fait sur les bonnes cryptos que j'ai achetées au plus bas du cycle, que j'ai pas touché, que j'ai revendu après. Tout le reste, il y a eu du bon, il y a eu du moins, mais l'ordre de magnitude est totalement différent. Donc au final, je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup de pas perdre, tu vois, mais genre de se focus pendant 2 ans uniquement là-dessus et de passer à côté de plein de trucs? Ou alors, est-ce qu'on garde juste ce qui a marché le plus possible, on se concentre là-dessus, et après, éventuellement, si j'ai un peu de temps de temps en temps, aller creuser d'autres projets, aller regarder si ça vaut le coup. Mais par exemple, tu vois, il y a toute la hype un peu IA. Moi, j'ai pas du tout participé parce que c'était pas quelque chose que j'avais eu le temps de creuser. Et c'est vrai que ça arrivait un peu comme ça. Je dis, putain, c'est quoi tous ces projets qui montent? J'ai été regarder un peu ce qui se passait, mais dans l'ensemble, c'est pas des projets que j'ai en portefeuille parce que j'avais pas creusé le truc, j'avais pas investi au bon moment. Et du coup, quand ça a monté, je me suis dit, bon, ouais, ok, attends, c'est le secteur qui pump, à voir ce qui va pumper après, potentiellement pour potentiellement rentrer dessus, tu vois. Mais c'est pas, je me dis pas, tu vois, comme au dernier truc, putain, il y a les runes de Bitcoin, maintenant qu'est-ce que c'est? Il faut que j'aille dessus. Il y a ces nouveaux trucs, il faut que j'aille dessus absolument comprendre et mettre un petit billet dessus. Tant pis, tu vois. Je me dis, il y a tellement de trucs, il y a tellement de schémas narratifs qu'au final, je préfère garder mon cash et travailler sur mes trucs à côté. Quand j'ai du temps ou quand je suis sûr de pouvoir investir ce qu'il faut en termes de temps, hein, concrètement, de recherche, de comprendre, de voir le potentiel et tout, je rentre dessus, mais je mets pas la rate au courbouillon, quoi, en disant, vas-y, il faut vraiment absolument être partout, tout suivre et tout. Et plus ça va, plus je suis détaché. Là, j'ai pas de tracking du tout sur mon portefeuille. Et on en parlait aussi, tu vois, mais j'ai même pas, si j'ai un truc sur CoinGecko avec mon portefeuille, mais sinon, c'est mon Excel. Et juste, j'actualise de temps en temps. J'ai même pas d'API, rien du tout, hein, c'est mon Excel. Je regarde le prix parce que j'ai pas non plus énormément de crypto. Je regarde le prix au market actuel. Je le rentre dans l'Excel, je regarde combien j'ai, une fois par mois à peu près, puis c'est tout, quoi. On verra, Mais on tu vois, verra en final. c'est ça qui est énorme. C'est que du coup, tu te dis, et c'est ce qu'on répète depuis longtemps, hein, ce qui paye le plus, tu as parlé de la loi de Pareto, hein, 20% de tes actions qui vont te donner 80% de tes résultats. Et en fait, en crypto, ce qui va donner le plus de résultats, c'est d'investir sur le long terme, sur des projets qui tiennent la route et d'acheter dans des périodes de capitulation. Point barre. Là où tout le monde se désintéresse. Et de détenir ton truc sur le long terme et de renforcer quand il y a des corrections en bull run. La réalité, c'est ça, hein. La majorité des gens font pas ça. Parce qu'acheter les bougies rouges, ils veulent pas le faire. Ils attendent tout un tas de confirmations qui arriveront beaucoup plus tard dans le cycle. Et quand ça arrive, en général, le projet, il est beaucoup plus cher. Donc, tout ce qui a eu comme performance avant le moment où vous rentrez, c'est des performances que vous n'aurez pas. Donc, un risque supplémentaire pour vous. Et vu que la majorité des gens en crypto sont là pour faire du life changing avec un petit capital, même s'ils sont sur un x2, x3, x4, qui restent quand même des performances très largement honorables par rapport à ce qu'on peut retrouver à côté dans d'autres classes d'actifs, comme la bourse, l'immobilier, etc., ils ne sortiront pas parce qu'ils se disent non, moi, je ne suis pas là pour faire un x4, x5, je suis là pour faire un x100. Donc, au lieu de se dire, je vais prendre une plus-value, même avec un x4, x5, ils sont là pour le x100 et au final, ils feront un x0 parce qu'ils récupéreront rien du tout. Et le cycle d'après, ils continueront de faire la même chose parce qu'ils se disent, ah là là, mon portefeuille, il était valorisé à plusieurs dizaines ou à plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc, moi, je vais essayer de refaire la même chose parce que ça a fonctionné une fois, je vais essayer de le refaire une deuxième fois. Et la deuxième fois, ça fera pareil parce qu'ils n'ont pas développé un vrai esprit critique en fait sur ce qui se passe. Mais la réalité, c'est que gagner de l'argent en crypto, en fait, ça demande du temps parce qu'il faut trouver quand même les bons projets, il faut être capable de rentrer dans des périodes où il y a énormément d'incertitudes, énormément de mauvaises nouvelles. C'est vraiment cet esprit contrariant. Mais une fois que tu arrives à le faire, en fait, tu te rends compte que c'est pas si compliqué que ça, en fait. Mais je pense qu'il faut l'avoir vécu. Tu vois, il faut l'avoir vécu et savoir que le cycle haussier, les gens, ils se disent, j'achète une crypto et je montrerai quelques graphiques tout à l'heure aussi. Hein, mais c'est, j'achète, il y a une target et c'est bon, je vends quand ça augmente. Alors qu'en fait, ça fait pas comme ça. Hein, ça fait pas tac la target. Hein. Ça fait tac, 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 ça redescend, ça remonte, ça remonte, ça remonte, tac, ça redescend, ça te reliquide, machin, machin. Et en fait, si tu n'as pas prévu ce truc-là et si tu n'as pas prévu cette volatilité extrême que tu peux avoir sur certains altcoins et sur le domaine crypto de manière générale, en fait, même si tu es rentré bas, tu vas avoir tendance à trouver toutes les raisons possibles et imaginables
pour invalider peut-être le scénario dans lequel tu t'es placé, tu vois. C'est-à-dire te dire, OK, je me suis placé bas, mais en fait, si jamais ça va venir retester les niveaux sur lesquels tu es rentré, tu vois, tu vas te dire, ah bah tiens, ça baisse, c'est peut-être le moment du coup de vendre pour essayer de racheter plus bas. Et au moment où tu vas vendre pour essayer de racheter plus bas, paf, tu as une bougie verte qui va augmenter de 50%. Donc toi, tu vas refomo, tu vas augmenter ton prix d'achat de 50% à la hausse. Donc c'est tout un tas de performances que tu n'auras plus. Et en fait, petit à petit, comme ça, tu vas avoir une augmentation de ton risque en fait. Oui, puis surtout, au final, tu vois, c'est dans la stratégie long terme, quand tu as compris les cycles un peu, tu n'as même pas besoin de te foutre la pression ni rien. Par exemple, sur ce dernier cycle, avec le bottom du BTC, aller aux alentours de décembre 2022, tu avais une une petite année, on va dire, quand même, pour accumuler, faire ton DCA tranquillement, en semaine ou en mois. Et tu pouvais avoir un prix d'achat moyen sur du BTC, même en n'en ayant jamais entendu parler, en n'ayant aucun bag. Tu commences à t'intéresser après le bottom ou même un peu après, tu vois. On parlait, allez, autour de 20, 25, même 26 000 $. Tu mettais ton petit DCA en place pendant 6 mois, et une petite année, avec un prix d'achat autour de 26, 27 ou même un peu moins avec le prix actuel. Mais tu vois, avec le précédent ATH, tu étais déjà sur un x3. Si on monte à 120, 140 000 $ par BTC, le x6, x7 sur Bitcoin. C'est ce que tu peux avoir en étant rentré sur ce cycle. Après, on ne parle pas de x100 sur Bitcoin, mais tu peux avoir des performances, tu vois, ce qu'on dit le x2, le x3, en rentrant en plus bas et en lissant son prix d'achat à la baisse durant le bear market. Au final, tu es sur des multiples beaucoup plus conséquents que la majorité des gens. Et ça, on l'avait déjà montré dans plein de lives que vous pouvez aller revoir, qui rentrent, tu as 80% des personnes qui rentrent quand l'ATH a été passé et qui reste rien de cycle, tu vois, peut-être un 20, 30, 40% sur la plupart des actifs. Et c'est là où il y a 80% des gens qui rentrent. Donc, eux, ils vont peut-être se contenter, on ne parle même pas en multiple, on parle de pourcentage. Il y a peut-être 20, 30% sous la pédale qui reste, quand toi, tu es déjà un x3, x4, x5. Donc, il y a. Sur les grosses cryptos, hein. Sur les grosses cryptos, mais sur des altes, des fois, tu es à largement plus. Hein. Oui, tout à fait. Donc, et ça, ce qui m'a bien servi aussi, c'est de m'intéresser, comme toi, tu vois, à tout ce qui est finance un peu plus traditionnelle, gestion des cycles et tout. Et au final, tout ça, je l'ai plus compris dans des bouquins plus sur la finance un peu plus traditionnelle, notamment les cycles, tu vois, de Howard Marks et des trucs comme ça. Et c'est là où tu prends un peu plus de recul. Tu te dis, ouais, ok, au final, comment gérer les cycles et les configurations de trucs. Tu te dis, ok, c'est pas nouveau du tout. Ça fait depuis que le stock market existe. Donc, au final, ça, il y a quelques données pour s'appuyer un peu dessus. Et la crypto, ça ne évolue pas si différemment. Ça va beaucoup plus vite. C'est beaucoup plus rapide. Et c'est beaucoup plus violent, mais c'est pas non plus totalement hors des schémas classiques de la psychologie de l'investisseur. Donc au final, tu Ah non, c'est t'y pareil. retrouves un petit peu, quoi. C'est pareil, c'est juste comme tu dis, c'est plus rapide, c'est des cycles sous stéroïdes. Tu vas vivre en 4 ans en crypto ce que tu aurais mis peut-être 20 ans à vivre sur les marchés traditionnels. Mais globalement, c'est pareil. Sur les marchés tradis, tu as des bulles, tu as des tops, tu as des euphories, tu as des périodes de capitulation, sauf que c'est plus long. Hein. Regardez ce qui s'est passé, par exemple, sur les années 2000 avec l'explosion de la bulle Internet. Il y avait des boîtes qui étaient valorisées à plusieurs milliards, plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliards à l'époque, alors qu'elles n'avaient rien. Elles avaient juste un nom de domaine en .com, pet.com, c'était ça, hein, c'était valorisé, ils n'avaient rien. Ils avaient que dalle, quoi. Ils avaient juste un pauvre site web pet.com, mais ils vendaient rien, ils n'avaient pas de stock, ils n'avaient pas de salariés, ils n'avaient rien du tout, les mecs. Et donc, c'est là où, en fait, tu te rends compte que c'est un éternel recommencement, quoi. D'ailleurs, il y a un livre vraiment que je vous invite à lire. J'en ai parlé sur ma chaîne Éternel étudiant où je traite de tout ce qui touche de près ou de loin les concepts d'indépendance et de liberté financière de manière beaucoup plus profonde que ce que je peux évoquer ici sur cette chaîne YouTube. Parce que sur cette chaîne YouTube, on reste sur la crypto principalement et on va continuer de rester dessus. Mais pour tous ceux qui s'intéressent l'indépendance, la liberté financière, toutes ces choses-là, il y a plein d'autres choses aussi à connaître à côté et à maîtriser. Donc, j'en parle beaucoup plus profondément sur mon autre chaîne Éternel étudiant. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et j'ai parlé notamment d'un livre la dernière fois qui s'appelait This Time is Different. C'est un livre qui a été écrit par des chercheurs et qui présente des éléments concrets et pragmatiques sur les différents cycles qu'on peut retrouver sur différents actifs. Alors, ça peut être les métaux précieux, il parlait aussi de certaines matières premières, les actions, les obligations et tout. Et en fait, ils disent que la plupart des investisseurs disent à chaque fois, cette fois-ci, c'est différent parce que.
Alors, c'est parce qu'on a toujours une bonne raison, parce qu'il y a des institutionnels qui rentrent, parce que maintenant il y a les ETF, parce que, bref, on a toujours une raison de penser que ça sera différent. Et eux, dans leur bouquin, ils analysent quand même plus de 750 années d'historique sur les marchés financiers et sur tous les actifs globalement qu'on peut retrouver au niveau de l'histoire. Et ils expliquent que bah, la réalité, c'est que quand on dit this time is different, la réalité, c'est que c'est pas si different que ça. Euh, Simplement, nous, dans notre perception, on a l'impression que c'est différent parce que des fois, il y a des cycles qui sont quand même relativement longs et c'est peut-être la première fois que nous, on le vit à titre personnel parce que l'être humain, il n'a pas la possibilité aujourd'hui de vivre jusqu'à 750 ans. Donc, a priori, les cycles, s'ils sont relativement longs, c'est un peu compliqué pour nous pour aller rechercher ce qui s'est passé historiquement parlant. Mais du coup, il montre des éléments à chaque fois concrets et factuels pour montrer que, en fait, c'est pas si différent que ça. Et que quand on a l'impression que c'est différent, si on remonte suffisamment dans l'histoire, il y a toujours des dizaines et des dizaines d'exemples qui montrent que ce truc-là s'est déjà passé et que ce qu'on est en train de vivre, c'est pas si unique que ça. Et c'est pour ça que les plus gros investisseurs, en fait, et ceux qui ont les plus belles réussites dans l'investissement, Ray Dalio, Warren Buffett, Peter Lynch, toutes ces personnes-là, c'est des gens qui, en général, sont très, très forts en histoire et en analyse des événements historiques parce qu'ils peuvent utiliser tout ce qu'ils ont vu historiquement parlant avec des méthodes spécifiques pour comparer ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui par rapport aux événements passés. Et souvent, il y a des parallèles et ils se rendent compte, tiens, si on est en train de vivre ce truc-là aujourd'hui, quelles sont les métriques et quelles sont les données qu'on peut récupérer. Si on regarde ça par le passé et qu'on a ces mêmes données, ces mêmes métriques, au final, c'est comme si on pouvait, d'une certaine manière, voir dans le futur, même s'il y a quelques différences. Et en général, ça fonctionne très, très bien. Ah, tu partages. Ouais. Ouais, moi, j'avais trouvé, ça, c'est dans mon produit, ce que je suis en train de travailler Essaie de de mon zoomer. côté. Essaie de zoomer un peu Ouais, plus, si ouais, tu parce que peux. sur OneNote, parce que j'ai sorti de la presse. Attends, je vais le mettre en plein écran. Voilà. Parce que c'est sur Nickel. OneNote. Ça, c'est une des données que je travaille de mon côté sur le projet de ma chaîne. Et au final, c'est pour dézoomer un petit peu, pour donner des données concrètes, un petit peu chiffrées, visualiser tout ce qu'on est en train de dire. Ça, c'est le S&P 500, donc les retours du S&P 500 depuis 1942 jusqu'à 2020, donc avec le crash du Covid et tout. Et on se rend compte que la cyclicalité, voilà, c'est this time is different. À chaque fois, tu as un bull market qui dure en général presque 3 fois, 4 fois plus que le bear market, et ça se répète comme ça. Voilà. 1942, 4 ans de bull run, 11 mois de bear market. 1 an de bull run, 11 mois de bear market. 7 ans de bull run, non, voilà. Et tu répètes ça comme ça. Alors, plus ça va, plus tu as peut-être d'argent dans le système. Avec l'inflation, tout ça, tu as des montées plus importantes. Mais on regarde concrètement, c'est pas non plus. Il n'y a pas une période au final où on a eu pendant 20 ans que du bull run en continu et pendant 10 ans après que du bear market. Ça s'alterne toujours et c'est quand même assez régulier, même si c'est pas parfaitement timé avec des trucs précis, comme on peut s'attendre parfois dans la crypto avec le bull run qui est en 4 ans, 140 jours après le halving, on commence sur le bear market, ça dure pendant, bref, avec des données assez chiffrées et qui sont qu'on aimerait bien le plus récurrent et le plus précis possible. Mais voilà, ça c'est le S&P 500 sur 2020, on est à 80 ans. On se rend compte que tu as des bull runs, tu as des bear markets, tu as des bull runs, tu as des bear markets, tu as des bull runs, tu as des bear markets. Et en crypto, ça fait exactement pareil. Donc, comprendre ce qui s'est passé, comme tu l'as dit, par le passé, l'historique, et pas que sur la crypto, parce que c'est quand même assez jeune, mais sur d'autres classes d'actifs aussi. Regardez qu'au final, il y a toujours des cycles, essayer de comprendre comment ça marche en général et pour la classe d'actifs précisément dans laquelle tu investis, quels sont les mécanismes, quels sont les événements importants. Et c'est ce qu'on évoque souvent, la Fed, les taux directeurs, où est l'argent, le M2 Money Supply, le halving aussi qui peut jouer en crypto et qui a peut-être de moins en moins d'importance, mais au final, il y a des facteurs globaux et des facteurs au sein de la classe d'actifs qui vont impacter sur les différents cycles, mais les cycles ils vont arriver, donc c'est essayer de comprendre quels facteurs sont les plus importants pour notre actif, nos cycles, et essayer de voir par rapport à ça. Mais on sait très bien que de toute façon, les systemic difference, ça marche, c'est jamais le cas. Historiquement, ça, depuis que les gens investissent, ça n'a jamais été différent, c'est toujours retourné à un moment ou à un autre. Donc essayer de comprendre ces dynamiques, passer du temps là-dessus, et essayer de se positionner au final quand c'est le bon moment pour revendre au meilleur. Mais le plus gros du travail, il est plus là que sur chercher des stratégies pour optimiser son portefeuille au final.
Bah, la Je ferai meilleure que le partager. stratégie, c'est toujours pareil, hein. C'est investir sur le long terme, trouver des projets qui fonctionnent bien et pas se faire avoir par le bruit ambiant. Parce que quand vous êtes sur des classes d'actifs qui performent très bien, si vous essayez de timer le marché, alors ce qui est le cas en fait en bourse tradi, hein, tous ceux qui font du stock picking, qui essaient de trouver là où les meilleures entreprises ou qui essayent de trouver là où les meilleurs moments pour investir, en général, c'est ceux qui sous-performent. Voilà. Et que ce soit des particuliers, surtout des particuliers, mais aussi beaucoup de professionnels, quoi. Je vais vous repartager mon écran aussi, parce que tu as montré quelques graphiques pour la finance tradi. Moi, j'en ai d'autres aussi, hein. Là, c'est le cas du Dow Jones entre 1896 et 2016. Alors, on pourrait même continuer jusqu'en 2024. Mais vous voyez, en fait, il y a des corrections qui sont plus ou moins importantes. Mais globalement, en fait, là, c'est le cas de la grande dépression de 1929. Il a fallu quand même 25 ans au Dow Jones pour récupérer son précédent plus haut. Là, on a eu 16 années de période de latéralisation pour après dépasser la TH. Là, c'est l'explosion après de la bulle Internet, hein, où il a fallu quand même un certain temps pour récupérer la TH. Mais globalement, hein, si vous regardez le cas du Dow Jones, ou si là, vous regardez les marchés financiers de manière générale, depuis les années 1870, en fait, regardez la courbe, hein, quand même, hein. Elle est que haussière, quoi. Et les gens, en fait, se disent non, mais je ne vais pas investir maintenant parce que c'est en bulle, parce que c'est machin. Regardez la bulle du Covid, en fait, où est-ce que c'est? Là, il n'y a pas la continuation de ce qu'on est, à mon avis. Là, aujourd'hui, on est encore bien plus haut. Mais la bulle du Covid, c'est ça, hein. Là, c'est la Grande Dépression de 1929, où là, dedans, on retrouve la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, on retrouve la guerre de Corée, la guerre du Vietnam, l'affaire Watergate, la décennie perdue. Enfin bref, vous voyez, c'est vraiment des événements majeurs, quoi. Et quand les gens se perdent sur le marché en se disant « Oh là là, ça va baisser, ça va baisser, ça va baisser », c'est qu'en fait, en général, ils sont perdus sur du court terme. Mais quand tu commences à dézoomer, quand tu vois ce truc-là, tu te dis, en fait, ouais, le truc, il est fondamentalement haussier, tout comme la crypto, hein. Si tu prends le Bitcoin, l'Ether, même si c'est beaucoup plus récent, on est d'accord. En fait, quand ça baisse, c'est une opportunité pour en acheter moins cher, tout simplement. Donc, il faut profiter de ces moments-là pour pouvoir renforcer nos positions sur des projets qu'on juge pertinents. Mais ça, c'est un point super, super, super important. Et autre chose que je voulais vous montrer pour étayer mon propos de ce que j'ai présenté tout à l'heure, ça, c'est dans la tête des gens. C'est-à-dire, j'achète une crypto, j'ai une big target et c'est bon, je vais vendre. Voilà, ça va faire ça, je vais vendre. La réalité, c'est qu'il va se passer ça. J'achète, ça augmente bien, donc j'ai une confirmation que mon truc marche bien, je vais mettre du leverage, paf, je me fais liquider. Ok, j'ai compris, je ne vais pas faire la même erreur, il ne faut pas que je fasse du leverage. Là, ça réaugmente, ça réaugmente, ça réaugmente, ça réaugmente. Là, il se dit, punaise, c'est bon, là, c'est confirmé, le bull market, il est confirmé. J'ai compris qu'il ne fallait pas trop que je fasse du leverage, mais là, quand même, je vais récupérer les pertes que j'ai eues tout à l'heure, donc je vais rajouter du leverage. Paf, je me refais liquider, et ainsi de suite. Et au final, c'est des gens qui augmentent leur prix d'achat moyen au fur et à mesure, alors que si c'était assis sur leurs mains et qu'ils étaient partis aller courir, faire du sport et des fois fermer leurs écrans un peu plus, ils auraient des meilleurs résultats. Mais c'est ça la crypto, en fait. C'est que ça ne va pas aller en ligne droite, hein. Et vous allez avoir tellement de chances, le marché va vous tester dans tous les sens, parce qu'on a l'impression que c'est simple de détenir une crypto pour le vendre plus haut. On sait qu'il faut acheter bas pour revendre haut. La majorité des gens, ce n'est pas ce qu'ils aiment faire. Leur comportement se reflète avec leur aptitude et leur volonté d'acheter systématiquement les tops et de vendre les bottoms. Vous devez de toute façon faire l'inverse et profiter de ces périodes-là. Par exemple, quand des projets ont énormément baissé, pour accentuer et puis pour re-rentrer là-dessus, parce que ce n'est pas ce que font la majorité des personnes, quoi. Et puis surtout, encore une fois, dézoomer et regarder l'investissement en général. La plupart des gens, ils attendent la configuration de gauche, c'est-à-dire prendre aucun risque, aucune volatilité. Enfin, si la Ouais, c'est ça. volatilité est à la hausse pour le coup, mais rentrer sur un actif et que ça fasse que monter en ligne droite, quoi. Ils sont pas Ou du prêts, trading. ou du trading, ou tout simplement, ils sont pas prêts à avoir du rouge sur leur portefeuille. C'est pour ça que la plupart des gens, et même en France, par exemple, n'investissent pas dans les actions parce que ça leur fait peur. En fait, ils voient la volatilité et ils se disent, ils sont pas prêts à assumer au final de se dire, même avoir des pertes sur papier, ouvrir leur compte de broker, se dire, j'ai pris moins 10% sur mon stock Tesla. Tu vois, c'est pas concevable parce qu'ils disent, si j'en ai besoin, que je le sors, j'ai perdu de l'argent. Ouais, mais Et au final, c'est qu'un problème de formation. C'est qu'un oui, problème de oui, on est formation. d'accord. On est d'accord. Mais du coup, tu vois, la formation, elle est plus là, tu vois, sur la partie fondamentale. Et c'est là où tu as des vraies connaissances et tu peux appliquer en plus, parce que nous, oui, on est sur la crypto à fond, mais il n'y a pas que la crypto dans la vie. Et c'est pas, c'est pas 100% de notre portefeuille. Donc, il y a évidemment d'autres Ouais. choses à côté qui sont mises en place. Mais de comprendre ça et de l'appliquer, tu vois, dans tout ton investissement, comment gérer l'argent et tout, au final, la crypto, c'est quand même une chance unique d'apprendre. Ça, on le répète souvent aussi, mais comme on l'a dit, comme ça va beaucoup plus vite et
et que c'est sous stéroïdes, au final, tu vas apprendre plus parce que tu vas voir apprendre des trucs d'un côté. Tu vas dire, OK, c'est un cycle, il va se passer un bear market, on va avoir un mouvement aussi, on va avoir des corrections, il va se passer des choses. Et en crypto, en 4 ans, tu as tout ça, quoi. Alors que sur le marché traditionnel, ça dépend Faut 20 ans, à peu près là où 20 tu ans. investis, mais ouais, tu peux avoir un cycle complet sur 20 ans, même peut-être plus. Donc là, non seulement tu peux apprendre des trucs qui s'appliquent à toutes les classes d'actifs et le vivre réellement Rapidement. avec skin in the game, avec de l'argent à toi, c'est du vrai Là, c'est pas la argent, même, hein. du vrai valeur. Et là, pour le coup, tu apprends parce que quand tu fais un cycle, tu dis, allez, c'est bon, justement, quand tu dis, vas-y, je vais ajouter, je vais recharger, c'est bon, c'était juste une petite correction et qu'après tu tapes 2 ans et demi de bear market où tu te fais latter, tu dis la prochaine fois, je vais peut-être pas faire pareil, peut-être être un peu moins gourmand, je vais sortir un peu plus tôt. Mais je pense qu'il faut vraiment le vivre, tu vois. Au final, c'est bien d'apprendre, mais de l'avoir vécu avec ton propre argent, que ça te fasse vraiment mal aux tripes, là c'est différent. Tu dis, putain, là, L'erreur, elle coûte cher. Hein. L'erreur, elle mais coûte ouais. ultra cher. Hein. Quand tu regardes, parce qu'il y en a qui mettaient dans le chat, après on peut peut-être prendre les questions, tu vois, mais On va en prendre. quand tu parles de 50K, 100K, tu dis putain, mais cet argent que j'avais, j'aurais pu le sortir, c'était même pas un beau voyage, tu vois, c'était une belle voiture ou un bel apport de maison, tu vois, tu dis putain, là j'ai peut-être un peu déconné, quoi. Carrément. Martin qui dit se former aussi pendant ce temps. Mickaël qui dit c'est ce que je fais aussi de mon côté, je me forme niveau tech, je lis des white papers, etc. Se former, ça te permet de ne pas être croché des informations de marché. Sinon, tu subis des ascenseurs émotionnels. C'est QFD de mon côté, car je voulais me placer absolument. Exactement. Pour ça, pour ceux qui veulent gagner du temps, hein, je le répète, hein, je continuerai de le répéter. Hein, vous avez crypto investisseur dans la barre d'infos. Et vous avez, pour ceux qui veulent se faire accompagner pendant tout le cycle là, et pour savoir ce qu'on fait avec Mickaël, on a le programme d'accompagnement. C'est un abonnement mensuel. Soit vous voulez venir à l'année, soit vous voulez venir mensuellement parce que d'un point de vue finance, c'est plus simple pour vous. Franchement, venez. Hein. Venez. Vous allez gagner énormément de temps et vous verrez que vous ne serez plus dans de la réaction. Vous pourrez anticiper, vous prendrez du recul, vous pourrez poser vos questions parce que c'est des choses, nous, qu'on a vécues plusieurs fois. Enfin, c'est clairement pas notre premier cycle aujourd'hui. Donc, ça vous permettra justement de pouvoir vous placer, même encore aujourd'hui, sur des projets qui sont ultra, ultra sous-évalués par rapport à leurs valeurs fondamentales et de pouvoir profiter pour le mieux du cycle haussier et de ne pas attendre comme ça, des fois pendant des mois, voire des années, d'avoir tout un tas de confirmations et puis après d'acheter le top et de resubir un bear market pendant 2 ans et demi, 3 ans. Voilà, parce que les opportunités, en fait, on vous dit tout le temps qu'il y en aura tout le temps en crypto. Mais après, c'est quels sont vos objectifs? Là, moi, je reste convaincu que si vous faites les choses correctement sur les 15-18 prochains mois, si on continue de suivre les performances historiques et ce qu'on a connu par le passé, vous pouvez faire un véritable changement dans votre vie. Voilà. À condition de faire les choses correctement et à condition de ne pas faire n'importe quoi non plus. Donc, soit vous décidez de faire le travail de votre côté, soit vous décidez de vous faire accompagner par des personnes qui ont déjà eu des résultats, déjà dans un premier temps, et qui ont déjà eu l'expérience que vous n'avez peut-être pas aujourd'hui. Donc voilà, vous avez les 2 liens dans la barre d'infos. À chaque fois, si vous cliquez dessus, vous allez avoir toute une vidéo présentative aussi qui va vous expliquer en détail comment ça marche, comment ça fonctionne et ce qu'il y a à l'intérieur. Donc vraiment, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil et tester. Par exemple, le programme d'accompagnement, vous arrivez dessus, vous pouvez vous inscrire pendant 1 mois, il n'y a aucune restriction sur le contenu. Si ça ne vous plaît pas, vous partez. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de renouveler, hein, c'est vous qui êtes libre là-dessus. Si par contre, vous décidez de continuer, et en général, nous, c'est ce qu'on voit, hein, les gens viennent des fois pour tester, ils se rendent compte de ce qu'il y a à l'intérieur, et puis ils se disent, punaise, c'est génial, c'est bon, je reste. Et faites-vous votre propre idée. Et là, on est vraiment sur une période charnière en crypto où j'ai pas envie de dire que tout se joue, mais pas loin, quoi. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous êtes complètement à l'écart du marché, vous savez pas quoi faire et tout, c'est pas quand on arrivera sur Q3, Q4 de 2024 qu'il va falloir se dire, il faut que j'achète les bougies vertes sur des projets qui ont déjà fait un x10, quoi. Ou alors, si vous le faites, ben, je vous souhaite quand même bon courage, quoi.